La ville actuellement est absolument grise, la couleur a toujours existé dans la ville. Regarde au Moyen-Âge, les porches des églises étaient peintes, il y avait toujours une animation colorée. Je pense que la couleur est indispensable à l'équilibre de la vie humaine. Des murailles de Lutèce, aux vieilles rues du Moyen-Âge qui serpentent encore dans toutes nos villes anciennes, aux échoppes dont le côté vieillot garde quelque poésie, c'est tout un urbanisme, tout un art de construire et de vivre qui s'est ajouté, superposé au cours des siècles. Ces rues construites à première vue, sans plan, ressemblent à des labyrinthes qui favorisent la rencontre, éveillent le regard, font cheminer l'imagination. Philippe Auguste fut, semble-t-il, le premier roi à s'occuper de l'urbanisme de la cité et il avait confié à Maurice de Sully le soin de modifier le visage de Paris. Avec la monarchie de Juillet, mais surtout avec Haussmann et Napoléon III, une autre ère allait s'ouvrir, celle des grands travaux. Ceux-ci nettoyèrent et bouleversèrent une grande partie de la capitale. Une doctrine nouvelle naissait, celle de la ligne droite, du grand boulevard, des perspectives larges et impériales. On dit même qu'elles étaient destinées à tirer plus aisément au canon sur les manifestants. C'est ainsi que la ruelle perdit peu à peu son caractère familier, familial, pour devenir un espace impersonnel pour une foule anonyme. Ce qui rend ces lieux d'Haussmann épouvantables à habiter et à parcourir, c'est que justement, il n'y a pas d'arbre dans la rue de Rennes. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un relais. La rue n'avait de charme que d'être ce vis-à-vis de deux théâtres que l'on longeait. L'enfant voyait, on traversait la rue, on retraversait la rue, à force de voir des attractions tout au long du chemin. Donc il faudrait maintenant que la rue qui n'a plus d'objet, ou à moins qu'on rétablisse des magasins, tant qu'on n'en rétablit pas, la rue en elle-même n'a plus grande raison d'être. Je pense qu'on pourrait maintenant la remplacer, ce qui a toujours été le cas d'ailleurs dans les villes anciennes, par des séries de places, c'est-à-dire des lieux assez clos, avec un arbre, deux bancs, qui fassent des lieux de séjour successifs, qui soient plutôt des relais, plutôt que simplement des défilés, puisqu'aussi bien il n'y a plus de raison de défiler le long de murs qui ne comportent plus que des appartements. Les arbres ne poussent pas en un jour. Et puis l'anarchie de la construction et le mauvais entretien des bâtiments ont multiplié dans les villes ces façades aveugles et ces murs lépreux. Des tâches qui altèrent la beauté d'un site, d'un monument, d'une ville tout entière. Aux États-Unis, où l'art descend facilement dans la rue, les artistes se sont déchaînés. Leurs œuvres sont discutables peut-être, c'est, disent certains, du camouflage, du trompe-l'œil. Tout cela n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais la démarche n'est-elle pas intéressante ? À Paris, des tentatives timides encore sont faites pour donner à quelques murs, à quelques palissades, un peu plus de gaieté. D'autres imaginent des façades nouvelles pour rompre la monotonie de la rue. Ainsi Vasarely, rue Bayard, dans le 8e arrondissement, ou cette œuvre très contestée de la rue François Ier, ou cet immeuble peint par l'architecte Moineau, rue Saint-Lazare. Tout cela correspond aux idées que veulent promouvoir les artistes d'une nouvelle association, le Mur Animé. Celui-là a été fait en 1971 et c'est le premier qui a été réalisé à Paris. Et depuis, il y en a eu 2, 3 autres, mais malheureusement, il y a beaucoup de murs qui sont salubres et sans fenêtres et qui pourraient faire de très très beaux supports comme celui-ci pour être donnés à un artiste contemporain alors que nous sommes sur le plateau Beaubourg
qui va être d'ici à peine 6 mois le centre international et mondial de l'art contemporain. Quels sont les obstacles principaux? Principalement les autorisations auprès des municipalités et surtout des beaux-arts. Les beaux-arts aussi? Oui, les beaux-arts auraient tendance à vouloir concevoir les villes telles qu'elles ont été conçues, mais ne pas du tout promouvoir l'art moderne dans les villes. Les beaux-arts ont sans doute quelques raisons d'être prudents. Toutefois, les peintures et dessins imaginés par les artistes du mur animé valent la peine d'être regardés. À vous de juger. Une des choses les plus intéressantes dans le mur peint, c'est d'abord introduire la couleur dans la ville, parce que je crois que la ville actuellement est absolument grise. La couleur a toujours existé dans la ville. Regarde, au Moyen-Âge, les porches des églises étaient peintes. Les maisons offraient par les matériaux, par le bois, les pierres, les ardoises. Il y avait toujours une animation colorée. Je pense que la couleur est indispensable à l'équilibre de la vie humaine. Et actuellement, la ville est devenue noire, est devenue grise, est devenue triste. Alors le mur peint peut introduire beaucoup de choses dans la ville. Premièrement, le rêve, l'humour et l'art. La mode en est venue un peu trop brutalement et souvent ce sont des peintures trop passagères. Il faut que la peinture ait un intérêt quelconque. Je citais, il y a beaucoup de maisons comme ça à la Renaissance qui étaient peintes également, soit avec des objets, soit simplement avec des fausses fenêtres, parce que c'était l'utilité de l'architecture d'avoir des fausses fenêtres, ce qui rendait la façade charmante et vivante et surprenante d'être comme ça, un trompe-l'œil. Souvent on dit il serait bon de se défouler dans la rue et de dessiner sur les murs. Non, tout finirait d'ailleurs plutôt par des obscénités dessinées. Et en plus, il n'y a pas de raison qu'on se défoule soi-même en obérant l'autre, parce que c'est l'autre qui voit qui est responsable. Donc il ne faut pas de complaisance dans ces sortes de choses. Pas de complaisance, en effet. On ne peut pas dire qu'Émile Aillot, l'auteur de l'ensemble de la Grande Borne à Grigny, en ait eu. Avec le coloriste Fabio Retti, il a voulu composer une ville en couleurs où l'œil de l'homme permette à tout endroit où il se déplace d'avoir une vue de la cité dont l'image globale lui échappe toujours. À Évry, ville nouvelle de la région parisienne, c'est au coloriste et plasticien Bernard Lassus qu'Andro et Para, les architectes de cet ensemble d'immeubles pyramides, ont demandé de réfléchir à l'image que ses habitants pourraient avoir de leur ville. Bernard Lassus a déjà conçu de nombreux ensembles colorés en France. L'expérience mérite aussi un regard attentif. Mais il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs d'apparence au sens visuel du terme. Si nous prenons une image, l'homme de la campagne, ou simplement aujourd'hui le chasseur qui va dans la campagne, sa satisfaction c'est peut-être d'avoir un sol extrêmement varié. Il va traverser un chaume, il va marcher dans un bois de pin, il va s'appuyer sur un sol doux, il va traverser une rivière, il va éventuellement se mouiller un peu les pieds. Il avait donc des contacts sensoriels extrêmement diversifié avec le sol. Bon, si vous prenez la plupart des villes d'aujourd'hui, eh bien c'est le macadam et uniquement le macadam. Et ceci indique qu'on a tendance à se réfugier du fait de cette disparition des phénomènes tactiles, par exemple, dans le domaine visuel. Alors on a l'impression qu'on pourrait résoudre une espèce d'absence de présence sensorielle, par exemple tactile, uniquement par des phénomènes visuels. Ce que nous essayons actuellement, c'est d'organiser un champ sensible, simplement de retrouver un certain nombre de présences sensibles qui existaient dans des contextes ruraux ou autres,
Finalement, toutes ces sensations que vous voulez essayer de retrouver, de réinsérer dans la ville, est-ce que ce n'était pas dans le temps la rue qui les donnait? Vous savez, je crois qu'il faut être un peu prudent en ce qui concerne la rue. Nous dirons que nous avions peut-être, en ce qui concerne les modénatures architecturales, les couleurs, une certaine diversification, que nous tentons depuis des années de réintroduire dans l'apparence du bâti. Et justement, ce que je voudrais indiquer, c'est que une espèce de pseudo-rationalisation, pseudo-rationalité de la construction a amené à penser que l'apparence de la construction devait non pas être utilisée pour l'animation de la rue, mais devait être utilisée pour expliquer la construction du bâtiment. Et il y a eu là, me semble-t-il, une grave erreur d'interprétation. Vous pouvez me donner un exemple, hein? Le fait, par exemple, de dire « je vais montrer qu'une maison est construite en béton et en métal » et de bien dissocier la structure en métal de celle en béton, par exemple en la peignant en rouge, était simplement une organisation visuelle faite pour montrer le principe de construction. Donc c'est un problème d'architecture, c'est lié à un bâtiment. Mais ce n'est pas un phénomène de rue ou un phénomène urbain. Et justement, on a trop tendance à penser par objet et non pas par ensemble. Vous n'êtes pas le maquilleur de l'architecture. C'est un terme horrible et c'est un terme profondément faux, dans la mesure justement où il n'est pas question de maquiller quoi que ce soit. Et l'apparence, nous devons choisir une forme aux apparences. C'est à nous de la choisir. Mais nous en sommes totalement libres. En réalité, l'apparence, c'est-à-dire la forme, ça n'a jamais été la réalité du bâtiment, sa réalité physique. C'est l'impression que vous en avez, la forme. C'est ce que les psychologues nous ont appris, c'est qu'il n'y avait pas d'identité entre l'apparence et la présence physique. Donc, à partir du moment où il y a dissociation entre l'apparence et la présence physique, nous pouvons utiliser l'apparence, en particulier pour créer une présence sensible de la rue. Mais tant qu'on refuse cela, au nom justement du maquillage, on ne peut pas animer la rue. Si nous comprenons bien le propos de M. Bernard Lassus, qui imagine l'environnement visuel de la ville d'Évry, ce n'est pas tellement l'œil qui compte, mais les sensations qu'à travers cet œil, nous ressentons. Ce n'est pas tant la forme de la ville qui compte que l'idée qu'on s'en fait. À chacun son interprétation, c'est bien tout le problème de l'art. Quand nous savons combien l'œil est sensible, 1000 fois plus que les autres sens, estime un spécialiste américain Edward Hall, on comprend l'importance de l'apparence. On a égaré beaucoup l'urbanisme contemporain à croire qu'un prospect de 100 mètres avec de l'herbe est le bonheur. Non, c'est la solitude et plutôt le désespoir. Ce qui est surtout désespérant, c'est que ce genre de ville-là ne pourra peut-être jamais être animé, ni même réanimé.